Mission, l'idée que vous avez été un rénovateur en 1989, hein, il y a beaucoup de choses dans mon propos introductif. Les rénovateurs qui voulaient, au fond, allez, c'est un peu ça, virer les vieux de la politique, mais ce sont les vieux qui vous ont eu, on va dire ça comme ça. Et je regardais cette photo incroyable où on voit Bayrou, Fillon, Carignon, Charles Mignon, vous derrière, Seguin, vous derrière, parce que vous êtes très grand, joué, perdu. Comment est-ce qu'on réagit, surtout par rapport aujourd'hui à ce qui se passe? Alors, je commence peut-être par la première question, à savoir comment on vit une élection en 89, lorsque, avec l'équipe, nous sommes élus. En fait, on le vit en se disant on va pouvoir réaliser le rêve qu'on a offert aux Lyonnais, qu'on a envie de réaliser pour faire bouger cette ville, et une ville où l'enfant soit roi, donc un effort considérable sur l'éducation, une ville où il soit plus aisé et agréable de vivre, avec tout un volet urbanistique important. Donc l'élection, c'est vécu comme étant le moyen de passer à l'action. Et en étant ce qui est la marque de Lyonnais, je crois, à la fois innovation et tradition. Tradition, respect de certaines valeurs, et innovation parce qu'il faut toujours aller de l'avant, bouger dans un environnement qui lui-même est sans cesse en train d'évoluer. Donc voilà. Alors, les rénovateurs, c'est quoi? C'est effectivement la comparaison avec ce qui s'est passé avec Macron l'année dernière est pertinente. Bon, sauf que Hollande n'était pas Chirac, quoi. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a été plus facile à Emmanuel Macron de sauter l'obstacle, en quelque sorte, François Hollande, alors que nous avons plus de difficultés. Mais enfin, il y a 30 ans, on considérait déjà que le système était un système fermé et dépassé, qui voyait s'opposer deux grands courants politiques qui passaient leur temps à se neutraliser et n'avaient pas envie de se consacrer à l'essentiel, c'est-à-dire faire bouger, faire évoluer. Mais alors justement, vous parlez de deux courants politiques, en l'occurrence c'était le RPR, l'UDF et puis le PS en fait. C'est ça. On sait bien que le RPR absorbe toujours l'UDF, mais enfin bon, une droite républicaine face à un PS. Aujourd'hui, on le voit, tout ça a l'air de voler en éclats au nom du pragmatisme macronien, qui fait plaisir, je crois, à la droite, qui déçoit beaucoup la gauche, effondrement du PS, une UMP, enfin les Républicains qui a du mal à trouver ses marques et qui se divisent. Et les derniers sondages montrent Emmanuel Macron, si on devait faire des présidentielles, 36% contre 8%. C'est pas étonnant parce que je crois que profondément, c'était un jeu à somme nulle qui voyait s'opposer deux camps, dont le résultat était qu'on ne change rien. Parce que comme on était obsédé par l'idée de risquer de perdre ou de l'envie de gagner, on était là dans le statu quo, en quelque sorte. Lequel des gouvernements, pendant 20 ans, a réussi des grandes réformes dont avait besoin le pays. Et les citoyens, ils ne sont pas docteurs en sciences politiques, mais ils ont un bon sens considérable, et ils voyaient bien qu'il fallait que les choses changent. Parce que tout système humain a besoin de changer à proportion de ce qui se passe autour de soi. Et c'est ça qui a conduit à cette sorte de fin de cycle qui renvoie en quelque sorte à leurs chères études de formation complètement dépassées et qui explique que la chance aujourd'hui pour la France, c'est que Macron réussisse. Parce que si vous êtes homme politique et la seule obsession, c'est pas de vous dire où est l'intérêt général, en l'occurrence, comment est-ce que la France peut réussir ces changements qu'elle a trop écartés pendant trop longtemps, trop différés, dans un monde qui bouge à grande vitesse, c'est exactement la même chose, et pour les entreprises, et pour l'humain d'ailleurs. Aujourd'hui, la question
moi j'attends avec grande appétence ce qui va se passer sur le plan capital du développement des compétences humaines des salariés. Et j'espère que ça ne sera pas un seul mot, cette idée d'avoir un haut commissariat à la transformation des compétences. Là, on désigne vraiment du doigt le fait qu'aujourd'hui, ce qui est à l'action publique doit faire en sorte que on soit en capacité, pour chacun des salariés, de développer les compétences, ce qui veut dire les identifier, et de les faire évoluer de telle sorte qu'on soit capable de faire face aux 2-3 métiers auquel correspondra une vie professionnelle désormais, parce que les choses changent, les technologies, les produits, les concurrents. On ne sait pas aujourd'hui ce que seront les produits, 2/3 des produits dans 10 ans. Michel Noir, vous avez une vision apparemment et de toute évidence très pragmatique. Vous parlez de la formation, des compétences. Mais je voudrais vous poser une question. Certains détracteurs d'Emmanuel Macron disent finalement c'est aujourd'hui la fin des idées et des convictions au devant d'une économie pragmatique, parce qu'il est temps d'arrêter de faire de la politique et d'avoir des convictions. Vous qui êtes un homme de conviction, qu'est-ce que ça vous parle? Ça vous parle? Ça me fait penser à un poème japonais, quoi. Quand le doigt montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Bon, en l'occurrence, ce que désigne aujourd'hui, et c'est là mon espérance véritablement, la vision de Macron, c'est que tout procède de l'humain. Et que tout cet effort de transformation vise à ce que l'humain soit plus à l'aise, en quelque sorte, dans cette société, et qu'on lui donne les moyens par lui-même, de se développer et autour de soi, d'être capable d'évoluer. Donc, dire mon obsession, c'est cette capacité d'adaptation et de développement des compétences, ça veut bien dire que la vision, c'est l'humain, et l'humain, il n'y a rien de plus important sur le plan politique, en quelque sorte. C'est le sens du politique. Michel Noir, on a bien compris que l'humain, donc l'humanité, les hommes et les femmes étaient au cœur de votre idée d'activer la politique. Je voudrais vous poser justement une question. Lorsque vous avez arrêté la politique, ou en tout cas vous n'étiez plus élu de mandat, vous vous êtes concentré, et ça m'y fait penser parce que vous parlez de l'humain, vous êtes concentré sur la mémoire, sur les seniors, sur l'idée qu'il fallait accompagner ceux et celles qui vieillissent, et c'est un sujet d'actualité très fort. Ouais. Alors, quand j'ai quitté la vie publique, effectivement, j'ai plongé dans un labo de recherche en neuropsychologie cognitive. Encore une modernité. Pour savoir comment ça fonctionne dans le cerveau. Parce qu'il vaut quand même mieux, quand vous avez à former des personnes ou à organiser des trajectoires, il vaut mieux savoir comment ça se passe dans la tête de quelqu'un. Ou quand vous avez à éduquer des enfants, comment les apprentissages se mettent en place. Donc, bon, comme en France, il faut faire des travaux académiques, il a fallu faire des doctorats, enfin bref. Et très vite, je suis passé dans cette seconde chance inouïe, d'ailleurs, dans une vie, qui est ce monde de la recherche et de la recherche appliquée, puisque ça m'a conduit à créer une entreprise, et avec le souci de dire... le cerveau donne à chacun, et j'ai bien chacun, chacune, quel que soit l'âge, une capacité d'apprendre phénoménale, qui n'a pas de limite. Ça, c'est une donnée scientifique. C'est un grand espoir pour tous ceux qui ont envie de s'arrêter de penser. Oui, et ça désigne aussi le fait que vous pouvez sombrer si vous n'avez pas en permanence l'envie d'être curieux, d'apprendre, d'être en relation avec d'autres, et puis de respecter vis-à-vis de votre corps un minimum d'hygiène. Donc de ce point de vue, tout ce qui vient perturber le cerveau, et je pense par exemple aux drogues, est catastrophique. Donc voilà, je crois que nous sommes des êtres, non pas exceptionnels, mais presque, du point de vue de nos capacités, pour peu que celles-ci soient sollicitées.
Et ça, c'est ce qui, pour moi, donne un vrai sens à toute intervention de l'action publique, que ce soit pour l'éducation. Enfin, on reconnaît que la manière dont fonctionne le cerveau est comme une donnée préalable à la manière dont on enseigne. Ce qui est étonnant, c'est que pendant 30 ans, dans les instituts qui formaient les futurs profs, on ne parlait pas, n'enseignait rien sur la manière dont le cerveau fonctionne et sur ce que sont ce qu'on appelle les processus d'apprentissage. Michel Noir, pour nos auditeurs, vous avez, parce que vous êtes président du conseil de SBT, c'est votre société, ça veut dire quoi SBT? Ça veut dire Scientific Brain Training. Donc, alors, for the training, est-ce qu'il serait possible de donner à nos auditeurs, je ne sais pas, un endroit où ils peuvent s'entraîner ou acheter quelque chose qui pourrait les aider? Sans faire de publicité, hein, bien sûr, là, je suis gêné parce que non, il se trouve ne soyez pas gêné. On a créé en une dizaine de langues d'ailleurs un site qui s'appelle Happy Neurone, comme un joyeux neurone, Happy Neurone, sur lequel les gens. Alors nous, on pensait que ce serait surtout les plus de 50 ans, femmes et hommes qui restent entraînés, parce que c'est l'âge à partir duquel de façon naturelle, on commence à avoir des petites plaintes de mémoire, on a des mots sur le bout de la langue. On n'arrive plus à trouver. Et tout ça parce qu'on n'entraîne pas suffisamment tous les réseaux de neurones qu'il y a dans notre cerveau. Donc, Happy Neurone. Happy Neurone. Et en fait, tout le monde, on s'aperçoit que ça ne concerne pas seulement les jeunes. Et je peux faire une observation, c'est que les 3/4 des gens qui s'abonnent sont des femmes. Ce qui montre quand même que le vrai sujet en France, c'est quand même le machisme des hommes, parce que eux, ils se disent qu'ils peuvent rien nous arriver, quoi. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est assez amusant quand même, comme constat. Ça fait d'ailleurs une introduction pour l'idée les femmes, les hommes, l'égalité entre femmes et hommes. Vous qui avez, je crois que dans les rénovateurs, il y avait une femme, c'était une médecin, non? Michel Barzac. Michel Barzac. Ouais. Mais ça vous dit quoi là quand vous voyez tout ça? Ça veut dire que c'était une société qui était une société très clivée, liée vraiment à des années, des décennies d'une culture, je dirais, patriarcale quand même, qui évoluait peu, ouais. Et d'une vision des hommes-femmes qui était complètement obsolète. Bon, donc les petites filles, on les élève comme les petits garçons. Non, mais il se trouve qu'aujourd'hui, les constats scientifiques montrent que sur les 10 meilleurs élèves de n'importe quelle classe, il y a 8 filles et 2 garçons. Bon, alors on va en finir là. Vive les filles, Michel Noir nous le dit. Pour revenir à de la politique, hein, puisque vous êtes quand même un homme politique, vous aviez dit, alors je ne sais pas si la phrase est exacte, plutôt perdre son élection que faire alliance avec le Front National. Non, il vaut mieux perdre les élections que perdre son âme. Voilà, c'est mieux quand on le dit en direct. Et que à la une du Monde, le 15 mai 1987, quelques jours après l'ouverture du procès Barbie. Michel Noir, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui, non pas de Marine Le Pen, mais qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui d'Emmanuel Macron face à la laïcité, face au communautarisme, face à son attitude lorsqu'il parle, il va voir les plus hauts dignitaires de l'Église et il leur dit on va réparer ce que l'État a cassé. Qu'est-ce que ça vous dit tout ça? C'est ambigu. Pour moi, c'est ambigu parce que la sphère du privé, c'est celle de la foi personnelle, que l'on a ou que l'on n'a pas. La société doit s'organiser dans le respect de ce choix qui est un choix personnel. Et il est normal qu'elle ait des interlocuteurs qui sont Église catholique, judaïsme, musulmans, etc., qui ont vocation à aider, à organiser, à faire en sorte que chacun puisse réaliser ce projet personnel au niveau de la foi.